Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Vous nous parlez du mode de scrutin aujourd'hui. Le vote de la censure, c'est cet après-midi. Mais en attendant, François Bayrou a pris une décision de réformer le mode de scrutin à Paris, Lyon, Marseille. C'est la fameuse loi PLM. Pourquoi ce sujet et pourquoi maintenant ? Pourquoi ce sujet ? Bien parce que ça fait des années que les élus macronistes, en accord d'ailleurs sur ce point avec Rachida Dati, réclame un changement du mode de scrutin dans la capitale pour que, comme dans toutes les communes de France, les habitants de Paris, mais aussi ceux de Lyon ou de Marseille, choisissent directement leur maire, alors qu'aujourd'hui l'élection se fait arrondissement par arrondissement ou à Marseille par groupe d'arrondissement. Et pourquoi maintenant ? Eh bien parce que le code électoral stipule qu'on ne peut pas toucher au mode de scrutin moins d'un an avant un scrutin. Or, les prochaines municipales, c'est en mars 2026. Donc, s'il faut aboutir, eh bien, c'est d'ici à mars 2025, même si ça n'est quand même pas au jour près. Mais il va falloir quand même se dépêcher. Voilà, en tout cas, on y est, et c'est pour ça que François Bayrou a décidé d'accélérer les choses et de trancher dès maintenant la question. Alors, sur le fond, cet alignement sur toutes les communes, c'est un peu du bon sens quand même, parce que tous les Français élisent leur maire directement. Pourquoi on le ferait pas à Paris, Lyon et Marseille ? Eh bien, c'est effectivement ce que plaident les partisans de cette réforme. Ils ont un argument fort, hein. Ils disent, il faut, disent-ils, que chaque voix de chaque habitant ait le même poids. Or, avec le vote par arrondissement, c'est vrai qu'à Paris, une voix de droite en plus ou en moins dans le 20e, ça ne change pas grand-chose. De même qu'une voix de gauche en plus ou en moins dans le 16e. Et pareil à Lyon, hein, si on prend le 6e très à droite ou le 9e très à gauche. Ou à Marseille, entre les arrondissements du Nord d'un côté et ceux autour du Roucas Blanc de l'autre. Donc oui, un scrutin à l'échelle de toute la ville serait plus égalitaire, donc plus démocratique. Mais ça n'est quand même pas le seul critère à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qui peut justifier le maintien du scrutin actuel ? Parce que changer les choses, surtout dans ce domaine-là, c'est compliqué. Exactement. D'abord, d'une part, le fait que les arrondissements font quand même partie de l'histoire et de la vie quotidienne de ces trois villes. Ça compte. Ensuite, le scrutin actuel garantit que chaque arrondissement sera représenté en fonction de son poids démographique au sein du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou Marseille, alors qu'avec des listes à l'échelle de toute la ville, eh bien, des quartiers risquent d'être oubliés. Enfin, avec le système électoral en vigueur, avec des listes municipales, le vainqueur raflerait au moins les 3/4 des sièges, alors qu'avec des arrondissements de couleurs politiques différentes, cela donne une assemblée municipale plus équilibrée. Alors, est-ce que ça va pouvoir se faire ? Alors oui, à l'arrivée, ça peut se faire, et une fois encore, chaque système peut se défendre, mais il faut juste être clair sur l'impact de la réforme. Puis il y a quand même un risque supplémentaire, c'est que si on veut changer un mode de scrutin, c'est en général parce qu'on espère un effet qui vous soit favorable. Mais attention à l'effet boomerang. Même justifié, une réforme de mode de scrutin a vite fait d'être qualifiée de tripatouillage. Donc avant d'y procéder, il y a quand même un très très gros travail de pédagogie à faire. Et ce sera compliqué de faire ça d'ici le mois de mars quand même. C'est un peu court. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr et évidemment votre application Radio Classique. À demain Guillaume. Et maintenant la lutte anti-drogue. Le Sénat a adopté hier une loi, la 23e depuis 2017, pour améliorer la lutte contre le trafic de drogue qui représente aujourd'hui des pans entiers de l'économie mondiale. Pour comprendre les enjeux, Nasser Lalam est l'invité de la matinale. Bonjour Nasser Lalam. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, directeur de la recherche et de la valorisation à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Ça fait 25 ans que vous travaillez sur les économies parallèles. Il n'y a pas que la drogue, il y a le travail au noir, j'en passe et des meilleurs. Merci donc d'être avec nous ce matin. Quand je dis que le Sénat a adopté hier la 23e loi sur la lutte anti-drogue depuis 2017, est-ce que je me trompe ? Alors, je ne veux pas faire le détail, mais je pense qu'effectivement, il y a depuis la loi de 70, il y a eu moult dispositions qui viennent se caler sur l'évolution des trafics, qui ne manquent pas de cibler justement les failles législatives dans les différents pays. Alors la loi, c'est à la fois une ressource, une contrainte. C'est une ressource pour les États parce qu'on vit dans un État de droit, et donc il est important que les services de police puissent s'appuyer sur des dispositions législatives. Et puis par ailleurs une contrainte pour les organisations criminelles, une contrainte pour les trafiquants, parce qu'ils savent très bien pour le haut niveau, pour le haut du spectre, cibler les pays dans lesquels la loi elle est faible ou peu appliquée.
Alors que contient cette loi et va-t-elle être utile face à ce secteur économique à part entière qui est devenu le trafic de stupéfiants? Alors, l'histoire le dira, mais en tout état de cause, il y a un vrai choc, un choc au bon sens du terme, c'est-à-dire que la loi vient renforcer tout un ensemble de dispositions déjà existantes, elle vient lui donner du corps, et autrement dit, le parquet spécialisé qui est en voie d'émergence va apporter de la cohérence, va apporter de la visibilité, et notamment pour les magistrats, c'est par exemple des affaires qui peuvent se tenir, qui peuvent avoir des liens entre Marseille, sans stigmatiser encore Marseille, mais ça peut être Bordeaux, Toulouse, les grandes agglomérations, sans qu'on fasse le lien. Et un parquet spécialisé va pouvoir faire le lien entre des affaires qui, apparemment, ne semblent pas, comme ça, sur le papier, être liées. Il y a un changement radical, parce que cette action coordonnée, en pleine cohérence, et sur tout le territoire, c'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont changer les choses? Alors, encore une fois, ça vient renforcer un existant. Du côté, par exemple, du blanchiment, c'est véritablement le nerf de la guerre, d'une certaine manière. C'est la possibilité de renforcer ce qu'on appelait à une époque la non-justification de ressources. C'est-à-dire qu'il y a peu ou prou une petite inversion de la charge de la preuve, et donc ce sera à ceux qui ont des moyens considérables sans pouvoir les justifier, qui pourront être poursuivis beaucoup plus facilement. Nasser Al-Alam, vous travaillez, je le disais, depuis 25 ans sur les économies parallèles. L'économie de la drogue, c'est en partie votre spécialité. Est-ce qu'on peut parler de ce secteur comme on parlerait du secteur automobile ou agroalimentaire, où y a-t-il plusieurs économies de la drogue? Alors, effectivement, il y a plusieurs économies de la drogue. Il y a une chaîne de valeur, incontestablement. Et quand on parle de plusieurs économies de la drogue, c'est-à-dire que c'est une économie qui est internationale par définition, puisque la cocaïne vient de l'étranger, une partie de la résine également, de l'herbe, etc. Donc c'est une économie internationale. Donc en ce sens, il y a plusieurs économies, mais par ailleurs, c'est un secteur à part entière, parce que on y consacre des fonds, les consommateurs y consacrent une partie de leurs revenus, c'est variable suivant le niveau de consommation. Donc il y a des transactions quotidiennes autour de la drogue. J'en veux pour preuve le fait que Eurostat ait demandé à la France, alors ça fait bondir un certain nombre, mais ait demandé à la France d'intégrer l'argent de la drogue dans les revenus nationaux. Dans le produit intérieur brut, par exemple? Exactement. Et alors, comment est-ce possible, puisque c'est nécessairement caché, on parle d'économie parallèle, comment peut-on chiffrer, et a-t-on un chiffre pour mesurer la part de la drogue dans l'économie nationale? Alors là, il y a des méthodologies qui nous viennent notamment des États-Unis, qui permettent, à partir de la consommation, ou à partir du travail policier et de justice, d'approcher, alors c'est une estimation, d'approcher les transactions et les revenus qui sont produits par le trafic de drogue. Alors, il faut distinguer le chiffre d'affaires, ou le revenu, et les profits. Très souvent, on fait la confusion entre les deux. Le chiffre d'affaires aujourd'hui, qu'on estime grosso modo autour de 3 milliards d'euros annuels. En France ? En France, qui fait à peu près 0,1% du PIB. Alors certains y vont jusqu'à 6 milliards, d'autres moins de 3 milliards, mais disons que le chiffre un peu consensuel, c'est 3 milliards d'euros. Avec environ 1 million de consommateurs, 900 000 consommateurs? Alors, tout dépend des drogues. Ouais. Et tout dépend de ce qu'on mesure. Est-ce que ce sont les consommateurs dans l'année, les consommateurs quotidiens? Ce qui est remarquable, c'est effectivement la hausse de la consommation de cocaïne. On est à plus d'1 million d'expérimentateurs aujourd'hui. Mais la drogue numéro 1, ça reste le cannabis, avec quasiment 5 millions d'usagers dans l'année. Alors, on parlait de la croissance ou de l'inflation législative sur le sujet. Utile, si je vous ai bien compris, c'est un marché en croissance. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à endiguer la croissance de l'économie de la drogue. Tout à fait. C'est un marché en croissance. Il y a des gains qui, à l'échelle mondiale, qui en font la première économie parallèle du monde, ou la première économie souterraine, à la fois par les revenus qu'elle procure, mais aussi par le fait qu'elle recrute
des travailleurs de la drogue, que ce soit en amont dans la culture des plantes à drogue, en passant par tous ceux qui sont chargés de la logistique, jusque dans nos quartiers ou dans nos quartiers diversifiés, dans la distribution au détail de cette drogue. Et elle innove, Nasser Lalam. Je rappelle que vous êtes l'invité de la matinale, économiste, directeur de la recherche, de la valorisation à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Le secteur de la drogue innove, c'est-à-dire que quand on croit avoir fait une grosse prise sur tel type de produit, il y en a d'autres qui arrivent et ils sont moins chers et ils sont plus accessibles et les modes de commercialisation sont toujours plus innovants et très proches de ce qu'on trouve pour acheter des bonbons ou des pièces détachées. Bref, le secteur se réinvente sans arrêt. Oui, tout à fait. Il se réinvente dans l'ensemble de la filière, que ce soit sur un plan logistique. On l'a vu par exemple avec les ports qui sont des cibles évidentes, mais on l'a vu aussi dans des travaux que nous avons pu mener, l'utilisation de l'aviation légère pour transporter des drogues. Et puis l'incorporation par exemple de la cocaïne dans des vêtements, dans des différents produits pour ensuite être extraits dans d'autres laboratoires. Donc il y a des techniques de dissimulation des drogues pour échapper à la répression qui sont extrêmement astucieuses et innovantes. Est-ce que vous connaissez des pays où l'on consomme peu de drogue, et la raison pour laquelle le secteur de la drogue ne s'y est pas implanté, ou connaissez-vous des pays qui ont réussi à en réduire la consommation ? Alors, peu de drogue, je ne crois pas. C'est d'un point de vue anthropologique, on sait que l'homme a besoin de drogue. Il suffit de voir la consommation de vin, de médicaments et autres. Le vin, c'est pas tout à fait une drogue, quand même. Ça se discute. Bon, je le dis quand même. On fait la différence entre drogue et stupéfiant. Oui. Je fais un distinguo entre la cocaïne et un grand cru classé. Hein. Et donc, effectivement, ces drogues, est-ce qu'il y a des pays qui ont réduit la consommation ? Je pense que la Scandinavie a réussi à enregistrer des tendances à la baisse de la consommation. Aujourd'hui, je dirais que dans beaucoup de pays, la tendance est plutôt soit à la stabilisation, soit à la hausse. Ensuite, il faut faire un regard un peu plus, il faut zoomer sur des catégories d'âge. Si je prends la France, par exemple, les dernières enquêtes en population générale, avec l'Observatoire français des drogues et des conduites addictives, montrent que les jeunes de 17 ans, il y a une enquête régulière, il y a une baisse de la consommation de cannabis. Il en va de même pour le tabac, par exemple. Donc ça montre bien que il y a des phénomènes qui se produisent. Pour l'instant, il est difficile d'en déterminer les causes précises, mais on constate un désamour du cannabis chez les jeunes de 17 ans aujourd'hui. Quels sont les circuits de blanchiment de la drogue ? Parce qu'en fait, avec l'expression narcotrafic, on associe une montée de la violence au trafic de drogue, mais en vérité, l'économie de la drogue, elle a besoin de sérénité, de calme, de tranquillité, elle veut être discrète, elle veut aussi de la respectabilité. Tout à fait. Cette économie de la drogue, en vérité, elle a besoin de calme, elle a besoin comme vous le dites, de tranquillité. Alors, il y a des accès de violence, mais qui restent quand même assez épisodiques. Les tendances dans le long terme montrent que, justement, il y a moins de violence que pourrait le croire le Kidam. Alors, effectivement, si on prend aujourd'hui ce qui se passe, il y a une exacerbation de la violence dans un certain nombre de municipalités, de communes, de villes, qui est le fruit, justement, d'une concurrence acharnée, d'une transformation, de mutation de l'économie de la drogue. Et donc, je pense que dans les prochaines années, cette violence va se tasser. Mais néanmoins, là, on est presque à l'acmé, c'est-à-dire de ces transformations des économies de la drogue. Nasser Lalam, une dernière question que l'économiste que vous êtes a dû se poser. Qu'est-ce qui fait que l'allocation de ressources humaines, financières, de moyens se déplace d'un secteur vers un autre ? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent « la drogue, c'est rentable, on y va ». Qu'est-ce qui fait qu'on n'ira plus ? Alors, je dirais que du point de vue de l'économiste basique, ce serait un rapport coût-bénéfice. Tant que ça rapporte plus que ça ne coûte,
on s'y engage. Mais il faut avoir un regard à plus long terme et considérer que beaucoup de trafiquants sont assez myopes au sens où ils sont à court terme et ont de grandes difficultés à se projeter dans le futur, notamment les plus jeunes. Alors il y a beaucoup de candidats. Mais en fait, il y a très peu d'élus, au sens où il y en a très peu qui réussissent. Et donc, c'est une espèce de miroir aux alouettes, ce trafic de drogue. Et donc, l'intérêt d'une communication institutionnelle serait de dire, justement, de montrer cette dimension de miroir aux alouettes du trafic de drogue. Et d'agir peut-être sur ceux qui gagnent le plus, c'est l'objet de la loi, et notamment ceux hauts du spectre, et qui parfois n'est même pas en contact avec les produits stupéfiants. Ce sont des capitalistes de la drogue. Nasser Lalam, merci d'être venu parler de ce secteur malheureusement florissant. Si vous voulez approfondir et écouter Nasser Lalam sur la longueur, je vous recommande sur la chaîne publique Sénat la vidéo de la commission d'enquête sur le narcotrafic. Des experts, dont vous, Nasser Lalam, s'expliquent sur la longueur et décryptent ce secteur. Et c'est un moment particulièrement passionnant de notre vie parlementaire et démocratique. Merci à vous. Merci. À bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, maître Sophie Obadia et Marc Lambron de l'Académie française. Radio Classique.